Mes chers amis, je vous salue. À travers le Mali, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, toute l'Afrique continentale, je vous salue en Europe, en Asie, en Amérique. Je vous salue dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Bienvenue à ce programme. Nous sommes le mercredi 2 juillet 2025 sur la Terre des Hommes, quand j'ouvre cet oratoire pour vous parler essentiellement des raisons pour lesquelles l'impérial terrorisme redouble d'ardeur, joue son va-tout contre le Mali. Il ne vous a sans doute pas échappé. C'est d'une vaste attaque coordonnée sur plusieurs points à travers la République du Mali par les groupes terroristes au service de l'impérialisme. Cette attaque a heureusement été magistralement maîtrisée par les forces armées maliennes, les FAMA, auxquelles nous dédions la présente émission, comme à l'ensemble des forces armées africaines combattant le terrorisme instrumentalisé par l'impérialisme pour tenter une recolonisation au forceps du continent africain. La manière d'opérer des terreaux-impérialistes est d'autant plus spectaculaire qu'ils sont vraiment les mercenaires d'une tentative de recolonisation du continent africain. Ils opèrent désormais en Afrique en se servant d'armes de guerre comparables à celles des armées nationales africaines. Ils sont munis de Kalachnikov, ils sont munis de grenades, ils sont munis de renseignements satellitaires qui leur est donné par leur puissance tutélaire. Ils sont munis de drones de combat, de drones de guerre. Ils sont munis de mitrailleuses et d'armes lourdes avec lesquelles ils attaquent les positions des armées souveraines africaines. Au regard de l'ampleur de ces moyens, tout le monde a bien compris que l'Afrique n'a pas affaire à du banditisme. L'Afrique n'a pas affaire à de simples voyous de chemin qui aimeraient commercialiser de la drogue ou, une fois de plus, commercialiser des esclaves. L'Afrique n'a pas simplement affaire, l'Afrique a affaire à des mercenaires armés par les grandes puissances impérialistes qui ne veulent pas que les Africains, habitants du continent le plus riche de la Terre, bénéficient souverainement de leur uranium, de leur pétrole, de leur gaz, de leur manganèse, de leur lithium, de leur coltan. Ils ne veulent pas que l'Afrique profite préalablement aux Africains. Aucune autre explication ne permet de comprendre comment des groupes d'individus, bien souvent en deçà de l'analphabétisme, pour la plupart d'entre eux, se retrouvent en possession d'armes de guerre dignes d'armées nationales. Il est important, quand on aborde ce sujet, de rappeler d'où viennent et quelles sont les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il y a deux principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. L'une s'appelle Al-Qaïda. Elle a été créée dans les années 80 par les services de renseignement américains. À l'époque, pour combattre la présence soviétique en Afghanistan. L'un des plus célèbres terroristes d'Al-Qaïda, qui s'appelle Oussama Ben Laden, à l'origine était un agent américain pour combattre les soviétiques. Par la suite, il a retourné ses armes contre ses maîtres. Al-Qaïda est une création des services américains. Cette organisation appelée Al-Qaïda prospère au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, cette organisation est hébergée par des États qui sont les alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, les alliés de l'OTAN. Ces États sont l'Arabie Saoudite, le Qatar,
les Émirats arabes unis, le Bahreïn. Ces États hébergent les dirigeants de l'Afrique. Vous avez vous-même récemment vu l'un des plus importants dirigeants terroristes du Moyen-Orient, nommé Ahmed al-Shara, numéro 2 d'Al-Qaïda et numéro 2 de l'organisation dite de l'État islamique. Vous avez vu cet homme aidé par la coalition occidentale de l'OTAN pour prendre le pouvoir en Syrie. Quand il a pris le pouvoir en Syrie, vous avez vu cet homme reçu avec tapis rouge le 7 mai 2025, ici à Paris, au palais de l'Élysée, par le président français. Vous avez vu le même homme reçu en grande pompe par les dirigeants du Qatar, Israël, les dirigeants de l'Arabie Saoudite. Et vous avez vu le président américain actuel, Donald Trump lui-même, se déplaçant au Moyen-Orient pour rencontrer le grand chef terroriste syrien Ahmed al-Shara, recherché pourtant par les services américains pour terrorisme, recherché pourtant par l'Organisation des Nations Unies, qui n'a même pas encore de terroriste internationalement recherché. Donc le monde entier sait qu'Al-Qaïda est une organisation terroriste associée aux grandes puissances de l'OTAN et à leurs alliés au Moyen-Orient. Celui qui vit aujourd'hui en Afrique ou qui vit dans le monde et qui fait semblant de ne pas le savoir est du diable. Et il déteste injustement les Africains victimes du terrorisme d'Al-Qaïda. Il y a une deuxième organisation terroriste. Elle s'appelle abusivement, pour salir le nom de la belle religion musulmane, elle a osé s'appeler l'État islamique. Elle n'a rien d'islamique. Et ce groupe de mercenaires, il y a quelqu'un qui est aujourd'hui président des États-Unis. C'est lui-même qui nous a dit qui a créé le groupe terroriste appelé ISIS, en anglais, en français, Organisation de l'État islamique. Celui qui nous a dit cela, celui qui a révélé au monde entier, en mondovision, l'origine de l'organisation terroriste de l'État islamique, c'est l'actuel président américain Donald Trump. Non, immédiatement la parole. Monsieur Trump, venez nous dire qui a créé l'organisation de l'État islamique. Trump. Qui a créé l'organisation de l'État islamique? Il faut que vous l'entendiez vous-même pour que vous n'ayez pas peur de la vérité. Allons-y. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions. Des propos aussi graves, on ne se contente pas de les dénoncer. Il faut porter plainte. Si c'était faux, c'est une diffamation terrible parce que ce sont des millions d'êtres humains qui ont été assassinés. Madame Clinton n'a pas porté plainte contre le candidat Trump. Et qui ne porte pas plainte pour ce genre d'accusations graves dans un système politico-judiciaire comme le système américain, reconnaît que c'est vrai. Vous avez compris? Les deux principales organisations terroristes qui attaquent l'Afrique sont des organisations terroristes qui sont d'émanation occidentale. Et le président américain actuel est l'un des maîtres témoins, l'un des témoins majeurs dans cette affaire. Il a affirmé, et il n'a jamais démenti cela, que ISIS a été créé par, l'administration de Barack Hussein Obama. Bon, alors, ceux qui attaquent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo, ils ont même attaqué à un moment donné la Côte d'Ivoire. Ce sont les mercenaires d'Al-Qaïda
et de l'État islamique. Deux organisations criminelles qui ont été créées par les services occidentaux. Voilà la vérité. Et peut-être que c'est important de réécouter une autre version de M. Trump en train d'expliquer cela. M. Trump, qui a créé une fois de plus, qui a créé l'État islamique? Redites ça parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Redites cela clairement. Tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé... Bon, je m'arrête là. Donc, à l'introduction de cette conférence, je voudrais que tous ceux qui sont rassemblés ici soient calmes. Je ne dirais que ce qui est corroboré. Ce que chacune et chacun d'entre vous peut aller vérifier. J'ai commencé par affirmer que les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont l'émanation des services de l'OTAN. Donc, maintenant, la question suivante, là, elle vient tout de suite. Mais pourquoi ces organisations terroristes s'attaquent-elles à l'Afrique? La réponse est aussi directe. Ces organisations terroristes s'attaquent à l'Afrique parce que l'Afrique est le continent le plus riche en matières premières stratégiques et en minéraux rares de la planète Terre. C'est le plus grand continent du monde et c'est le plus riche de tous les continents du monde. La stratégie retenue par les terroristes comme éclaireurs. Les terroristes viennent semer le chaos. Les États affaiblis par les assauts terroristes appellent à ce moment au secours les puissances occidentales. Et les puissances occidentales en profitent pour positionner leurs bases militaires sur le continent africain tout entier. Et grâce à cela, elles peuvent mettre la main sur les richesses minières, elles peuvent mettre la main sur les richesses pétrolières, elles peuvent mettre la main sur le magot africain. Ad vitam aeternam. Voilà le business plan. Les organisations terroristes sont chargées d'affaiblir les États africains afin que les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales viennent imposer leur présence militaire, par conséquent leur présence monétaire, par conséquent leur présence politique, par conséquent leur présence culturelle. En réalité, il s'agit d'une stratégie de recolonisation de l'Afrique sous couvert de lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste n'est rien d'autre que l'exploitation du terrorisme par l'impérialisme occidental comme alibi pour recoloniser militairement le continent africain et ainsi en contrôler les richesses considérables. Tout le monde a compris? Dans ces conditions, on peut avancer. Et c'est pour cela que j'ai écrit le livre « L'impérial terrorisme » qui a été dédicacé pour la première fois au Mali, qui a été publié pour la première fois en terre du Mali. J'ai tenu à ce que ce livre sorte pour la première fois dans ce monde au Mali. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Mali joue un rôle central dans l'éveil des Africains à la stratégie diabolique ourdie par l'impérialisme occidental à travers le terrorisme moyen-oriental contre l'Afrique. Le Mali est le pays de l'éveil, le pays de la prise de conscience de toute l'Afrique, de cette recolonisation du XXIe siècle. Vous comprenez? Alors, maintenant, je vais vous donner, j'ai énuméré 10 raisons. 10 raisons pour lesquelles il y a un acharnement contre le Mali. Il y en a 10. 10. Aucune de ces raisons n'est contestable. J'en ai choisi 10. Celui qui participe à cette émission repart avec 10 raisons pour comprendre pourquoi les terroristes au service des impérialistes de l'OTAN s'acharnent contre le Mali. On commence par la première raison.
Toutes les raisons sont des raisons fondamentales. Hein. Il n'y en a pas une qui soit secondaire. Elles sont toutes des raisons de premier ordre. Je les ai classées première, deuxième, troisième, mais ça ne veut pas dire que la première est plus importante que la deuxième ou quoi que ce soit. Toutes sont importantes. Ce sont les 10 têtes de la bête apocalyptique qui attaque le Mali, la bête impérialiste. La première raison, c'est que le Mali est le pays qui a refusé l'installation du commandement de l'OTAN. Sous la présidence de son Excellence, le général d'armée, Amadou Toumani Touré. Le Mali s'est vu offrir la proposition de servir de base du commandement de l'OTAN et du commandement américain en Afrique. Ce qu'on appelle l'Africom. On peut critiquer le bilan du président Amadou Toumani Touré. Son nom sera éternellement attaché au courage qu'il a eu de que le Mali soit la base du commandement de l'Africom. Il a refusé que le Mali soit la base du commandement militaire de recolonisation militaire de l'Afrique par les États-Unis et par l'OTAN. Il a dit non. Or, à partir du moment où vous dites non aux puissances impérialistes, votre nom à vous est inscrit dans une liste rouge. Vous notez les raisons, hein, et que chacun aille vérifier. Les preuves sont disponibles sur... Non, on passe à la deuxième raison. Le Mali est le pays qui a ouvert le bal du délogement des armées néocolonialistes et impérialistes en ce 21e siècle africain. C'est le Mali, c'est au Mali que pour la première fois, alors que personne ne croyait cela possible, il a été demandé et obtenu de l'armée française qu'elle quitte le territoire africain. C'est le Mali qui a ouvert le chemin pour le départ des troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. C'est la raison pour laquelle l'impérial terrorisme réserve au Mali les coups les plus violents. Parce que tout est parti du Mali. Vous avez noté la deuxième raison. C'est le Mali qui a ouvert le bal du délogement des troupes néocolonialistes et impérialistes. Il n'a pas simplement délogé l'armée néocolonialiste française. Il a délogé les troupes impérialistes de l'ONU et tous les groupuscules des pays qui ont participé au saccage de la Libye en 2011. Tous les groupuscules militaires de ces pays ont été délogés du Mali. Le Mali a donc montré le chemin de la libération militaire du continent africain. Écrivez ça. C'est la deuxième raison. Hein. S'ils mettent le paquet, comme vous le voyez, contre le Mali, c'est parce que le Mali, c'est le pays qui a montré le chemin de la libération militaire, de la décolonisation militaire du continent africain au XXIe siècle. Le Mali a montré que c'était possible. Dans la plupart des pays africains, les dirigeants et même les peuples ne croyaient, même les Gabonais savent que l'armée française peut quitter le Gabon et qu'elle va quitter le Gabon. Quand vous voyez même le courage que le Tchad, colonie et néocolonie française, a titré, le courage que le Tchad a pu avoir de se tenir face aux dirigeants français pour leur dire « Vous partez avec vos soldats ». Ce courage est venu du Mali. Le courage qui a porté le Burkina Faso à déloger les troupes françaises est venu du Mali. Le courage qui a porté si on en veut, comme vous le voyez au Mali, c'est parce que le Mali a eu le courage de montrer le chemin de la liberté totale. Et la liberté totale commence par une liberté de défense. C'est par la souveraineté sécuritaire que la liberté totale commence. C'est la deuxième raison. Et cette raison-là, sachez que les néocolonialistes, les impérialistes ne l'oublieront jamais. Regardez le cas de Muammar el-Kadhafi. Quand il prend le pouvoir en 1969 en Libye, il fait partie des troupes de l'OTAN, les troupes américaines. En 1969-70, de la Libye, après avoir renversé le roi Idriss Ier. Mais vous avez vu combien de temps ils ont gardé la rancune à Kadhafi? 1970 jusqu'en 2011, ils avaient toujours au programme de tuer Kadhafi et de l'humilier dans leur manière de le tuer. Ça fait combien d'années? De 1970 à 2000, ça fait 30 ans. De 2000 à 2011, ça fait au total 41 ans. Ils ont calculé Kadhafi
Ils ont organisé l'humiliation de Kadhafi pendant 41 ans. Et Barack Obama, que vous voyez, et Hillary Clinton, dont a parlé Donald Trump, en association avec Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, alors même qu'aucun d'entre eux n'était en politique en 1971. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'élite néocolonialiste et impérialiste occidentale récupère les rancunes de ses prédécesseurs et les accomplit en vengeance. Ni David Cameron, ni Sarkozy, ni Obama, ni Hillary Clinton n'étaient au pouvoir en 1970-69 quand Kadhafi a délogé les troupes américaines. Pourtant, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont hérité de la rancune, du compte à régler avec Kadhafi. Vous avez compris? Donc, la deuxième raison, c'est celle-là. Le Mali a délogé les puissances néocoloniales qui étaient sur son sol, ce qui a ouvert les yeux et ce qui a donné le courage, la conviction, la capacité de le faire à tous les autres Africains. Voilà pourquoi la coalition impérialiste terroriste en veut spécialement au Mali. Bon. Je passe à la troisième raison. Les impériales terroristes s'acharnent contre le Mali, ou les terreaux-impérialistes s'acharnent contre le Mali, parce que c'est le pays qui a ouvert les yeux aux Africains sur le double jeu de certaines puissances sahariennes, africaines et moyen-orientales contre l'Afrique. Le Mali est le pays qui a ouvert les yeux sur le jeu de certaines puissances du Sahara, de certaines puissances dans l'Afrique subsaharienne contre les intérêts africains. En particulier, c'est grâce au Mali que le double jeu de l'Algérie a été démantelé. L'Algérie est aujourd'hui reconnue dans l'opinion cultivée, dans l'opinion informée, comme étant une base arrière et fondamentale du terrorisme. La Mauritanie est connue comme étant une base arrière et fondamentale du terrorisme. La Côte d'Ivoire de Ouattara est connue comme étant une base arrière et fondamentale du terrorisme. Pendant longtemps, le Ghana, sous Nana Akufo-Addo, base arrière et fondamentale du terrorisme. Le Bénin, le Nigeria, en raison de la duplicité de ses dirigeants, base arrière et fondamentale du terrorisme. Tout cela a été révélé grâce au travail de SAP, de la parole orthogonale du Mali. C'est grâce au Mali que l'Algérie et la CEDEAO ont été démystifiées. C'est le Mali qui a déculotté ces puissances, qui les a montrées nues dans leur jeu contre l'Afrique. Pour ce qui est de l'Algérie, le Mali a dénoncé l'accord d'Alger de 2015. Il s'agissait, sous couvert d'accord, d'arracher les richesses faramineuses du centre et du nord du Mali au peuple malien et au contrôle du gouvernement de Bamako. Il s'agissait, sous couvert d'accord, de renforcer la toute-puissance des terroristes, autoproclamés Front de libération de l'Azawad, mais en réalité au service du pillage des richesses de l'Afrique pour les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. En mettant fin à l'accord d'Alger, le Mali a obligé l'Algérie à sortir en plein jour et à assumer son soutien à Iyad Ag-Ghali, à Al-Qaïda et l'État islamique. L'Algérie est sortie en plein jour et elle s'est permise de s'attaquer à un drone malien en plein jour. L'Algérie est sortie en plein jour et elle s'est associée à l'Ukraine. Elle s'est associée à l'État islamique, elle s'est associée à Al-Qaïda. Elle s'est associée aux forces de l'OTAN pour attaquer Tinzaouaten. Grâce au Mali, l'Algérie est nue devant les Africains. J'entends bien le régime au pouvoir en Algérie, que je ne confonds pas avec le peuple algérien, tout naturellement. Mais c'est grâce au Mali. C'est grâce au Mali que le double jeu de la CEDEAO a été déculotté. Car à l'occasion de la crise, la CEDEAO a voulu tuer économiquement, tuer financièrement, tuer politiquement, territorialement le Mali. À travers les sanctions inhumaines, illégales et illégitimes de 2022, la résistance malienne a permis de dévoiler les dirigeants de la CEDEAO comme étant des valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour détruire l'Afrique.
C'est de cette époque-là que nous avons cette conversation incroyable. Incroyable. On n'oubliera jamais cette conversation entre Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien, au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. La conversation là ne pouvait pas sortir si le Mali n'avait pas résisté. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, Écoutez. ça va bien, c'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis Je content. vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. Vous entendez? D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Voilà. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile Oui. de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, Oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, quoi. c'est le contraire. Quoi. Oui, Mais oui. c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment C'est ils ça, c'est pensent ça. qu'ils Oui, vont oui. un pays Oui, qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Oui. Ils pourront Non, mais payer ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, Ouais. ils pourront même plus payer les salaires. C'est pour ça, en Ils ont février, ils pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en Oui. 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait. Bon, je m'arrête là. Vous avez entendu plusieurs fois cet audio. On voit très bien à travers cette résistance du Mali à l'attaque de la CEDEAO, c'est ça qui a amené Alassane Ouattara à se concerter avec Boubou Cissé, à réunir la CEDEAO pour combattre le Mali. Il était question de faire tomber le Mali. Et à l'occasion de la résistance et la résilience malienne, on a donc complètement compris que la CEDEAO n'était pas une organisation au service du peuple africain, mais que c'était une organisation de vassaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Bref, que la CEDEAO était donc objectivement associée aux organisations terroristes. Parce que c'est le même objectif qu'ils poursuivent. Alassane Ouattara voulait que le Mali s'effondre. Mais que veut Al-Qaïda? Que veut l'État islamique? L'effondrement du Mali. Les puissances impérialistes qui ont pratiqué les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et les déportations pendant la colonisation, qu'est-ce qu'elles veulent? Mais l'exploitation de l'Afrique, l'Afrique sans les Africains, comme le disait Forster, le raciste sud-africain. Mais donc, en fait, Alassane Dramane Ouattara, Boubou Cissé, par cet audio, vous voyez très bien, participe au même objectif que Al-Qaïda, l'État islamique, les néocolonialistes et les impérialistes qui ensanglantent l'Afrique depuis 600 ans. Et c'est grâce au Mali que le jeu politique africain s'est clarifié. C'est parce que le Mali a résisté. C'est parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons, soutenus par le peuple malien, ont tenu bon, que nous tous, on a vu à quoi nous avions affaire. Le Mali, pays révélateur du grand complot contre l'Afrique. Pays détecteur du grand complot contre l'Afrique. Ça, c'est la vérité. Mais je passe à la 4e raison. Pourquoi l'impérial terrorisme s'acharne-t-il contre le Mali? 4e raison. Écoutez, c'est parce que le Mali est la capitale confédérale de l'Alliance des États du Sahel. C'est le Mali qui est l'État qui garde la charte de la création de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire que le Burkina Faso et le Niger ont reconnu cette mission de pionnier au Mali. C'est pour ça que quand ils ont créé leur gardien de la charte, c'est un symbole très profond qui doit être médité par tous les Africains. C'est un symbole de reconnaissance, un symbole de justice, de fraternité, de vraie solidarité. Le Burkina Faso et le Niger, s'ils étaient habités par la mentalité néocolonialiste,
aurait pu entrer dans une espèce de rivalité autour de la conservation de la charte. Mais reconnaissant le rôle de pionnier, de précurseur que les autorités nigériennes et burkinabées ont dit, la charte de l'Alliance des États du Sahel, c'est à Bamako qu'elle dort. C'est le siège de notre charte. Donc, en fait, attaquer le Mali, c'est attaquer l'esprit de la Confédération. Qui plus est, le président Assimi Goïta assure actuellement la présidence tournante de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, frapper sévèrement le Mali pour les impériaux terroristes, pour les terro-impérialistes, c'est frapper sévèrement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce que le Mali est le gardien de la charte. Si le Mali devait s'écrouler, cela veut dire que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'écroulerait et n'existerait plus. D'où la concentration sur cette capitale symbolique de Bamako. Une capitale qui a eu le bonheur d'assister à quelques-uns des plus grands moments de l'histoire du rassemblement des Africains contre la domination. Bamako, l'une des capitales les plus importantes du rassemblement démocratique africain, RDA. Ce Mali même, qui a servi de base arrière à la lutte anticolonialiste du Front de libération nationale de l'Algérie, le FLN, contre le colonialisme français. Donc, Bamako est une capitale. Le Mali est un pays qui sont chargés d'une énergie symbolique importante pour les Africains. J'étais très ému préparant un livre sur la poésie révolutionnaire du camarade président Agostinho Kilamba Neto, plusieurs mois. C'est la poésie révolutionnaire du camarade président, eh bien, Agostinho Kilamba Neto. Et je tombe dans le livre de Neto, mais sur un poème d'une telle puissance. Vous savez à quelle ville africaine ce poème est consacré? Le poème est consacré à Bamako, en tant que ville symbolique du rassemblement des Africains contre la domination. L'Angolais Agostinho Neto a consacré l'un des plus beaux poèmes qui soit. Je vous l'ai déjà lu ici. Si vous cherchez l'œuvre complète de poésie d'Agostinho Neto, vous trouverez la page sur Bamako. C'est l'importance de cette capitale pour les Africains qui luttent contre la domination. C'est une importance métaphysique, c'est une importance spirituelle. Dans cette capitale-là, il y a les énergies nécessaires pour combattre pour l'Afrique. Et c'est d'ailleurs l'une des rares capitales des Afro-capitales. Ils existent dans la capitale. Quand vous allez à Bamako, vous rencontrerez les effigies de la plupart des chefs d'État africains de l'histoire. Vous les rencontrerez dans la ville. Vous croiserez le monument de Nkrumah en allant à Bamako. C'est une capitale qui reflète ce qui est écrit dans l'hymne national malien, à savoir que ce pays est prêt à donner tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. C'est écrit dans l'hymne national malien. Il n'y a pas beaucoup d'hymnes nationaux. Pardon, je parle de l'hymne. C'est écrit dans la Constitution du Mali. Il n'y a pas beaucoup de constitutions africaines où cela est explicitement dit. Nous sommes prêts à céder tout ou partie de notre souveraineté pour que l'Afrique soit unie. Vous comprenez? Donc, quand on attaque le Mali, on sait qu'on porte un coup sévère à l'unité africaine. On porte un coup sévère à la solidarité africaine. On porte un coup sévère à un pays qui est le lieu de départ des initiatives qui libèrent le sous-continent. Aucun pays n'est parfait. Je ne vous décris pas le Mali comme le paradis sur terre. Encore que le Mali peut être un paradis sur terre. Si ses filles et ses fils pouvaient le développer avec toutes ses potentialités. D'accord? Mais quand même, d'un point de vue symbolique, personne ne peut nier cela. Et si les terroristes s'acharnent contre le Mali, c'est pour ça. Bon. Alors, cinquième raison. Le Mali est détesté par les terro-impérialistes. Il est détesté par les puissances impérialistes parce que le Mali a montré qu'un pays africain peut survivre aux sanctions des valets de l'Occident. Africain peut survivre aux sanctions des valets de l'Occident et aux sanctions occidentales. Je n'ai jamais oublié
qu'au mois de décembre 2021, une vingtaine de pays européens, occidentaux en général, qui correspondent à peu près aux pays membres de l'OTAN, ont écrit une déclaration menaçant le Mali et disant que si le Mali se opérait stratégique, sécuritaire, avec d'autres pays que l'Union européenne et les pays occidentaux, le Mali serait sévèrement puni, sévèrement sanctionné. Cette déclaration avait été signée par 17 pays occidentaux. Et elle avait été publiée par tous leurs ministres des Affaires étrangères. Or, le Mali s'est engagé dans la diversification de sa coopération sur la base de sa doctrine, qui maintenant est connue de toutes les Africains. Défense de sa souveraineté. 2. Liberté de choix de ses partenaires stratégiques. 3. Défense des intérêts vitaux de sa population. Le Mali, sous le président Goïta, est resté fidèle à cette ligne. Et le fait qu'il ait réussi à survivre aux sanctions de la CEDEAO a montré à tous les autres peuples africains, aux valets de l'Occident, mais que l'Occident n'avait plus la même mise. On pensait que le Mali ne survivrait ni aux sanctions de la CEDEAO, ni aux sanctions de l'Union européenne, ni au retrait militaire et consorts français. Le fait que le Mali ait survécu à tout cela est précisément la raison pour laquelle on s'acharne contre lui. Avec une logique de patriotisme économique. On déteste le Mali parce que le Mali pratique le patriotisme économique africain. Je m'explique. Le Mali montre que un pays africain peut s'industrialiser en coopérant avec des partenaires qui ne veulent pas le dominer. Un pays africain peut s'industrialiser en transformant progressivement sur place ses propres ressources naturelles stratégiques. C'est ce que le Mali a engagé notamment avec la filière de l'or. La nationalisation presque achevée de la firme Barrick Gold n'est que l'un des aspects. Si aujourd'hui, le Niger a pu nationaliser son uranium, si le Burkina Faso est en train de nationaliser son or, c'est parce que le Mali a montré que cela était possible. Mais il ne s'agit pas d'une nationalisation pour la nationalisation, mais une nationalisation pour l'industrialisation. Ça sera vraiment intéressant de comparer le nombre d'unités de transformation des matières premières qui ont été créées entre 2021 et 2025 au Mali. On va le comparer au nombre d'unités de transformation de matières premières qui ont été créées les 5 années d'avant. Quand j'ai fait un léger décompte, je me suis rendu compte qu'en effet, il y a une accélération de l'endogénéisation de la transformation. Les Maliens, comme les Burkinabés, comme les Nigériens, sont en train de ramer par tous les moyens possibles pour commencer à transformer chez eux-mêmes ce qu'on extrait de leur propre sol. Cela est vrai de l'or, cela est vrai de l'uranium, cela est vrai du diamant, cela est vrai du pétrole. Ces 3 pays sont en train de lutter pour que des filières de transformation sur place de leur richesse profitent à leur population. On veut briser cela parce que le développement endogène de l'Afrique signifie l'appauvrissement de l'Europe et de l'Amérique, et du retardement organisé de l'industrialisation africaine. Je passe à la 7e raison. Pourquoi attaque-t-on le Mali? Pourquoi s'acharne-t-on contre le Mali? Mais parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé, il y a quelque temps, une banque commune, une banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital record de 500 milliards de francs CFA, soit 800 millions d'euros. Cette banque-là, qui va pouvoir concurrencer efficacement la Banque mondiale, le FMI, même la Banque africaine de développement qui dépend énormément de capitaux extérieurs à l'Afrique. Cette banque sur capitaux intérieurs est le fondement de l'autonomie financière et de l'autonomie monétaire du Sahel. La création de cette banque annonce que les Africains vont devoir se passer progressivement et totalement des ardoises du FMI et de la Banque mondiale, que les Africains peuvent vivre sans l'aide française au développement, qui n'en est pas une, parce que c'est l'argent des Africains prêté avec intérêt aux Africains, de toutes les façons. Cette banque annonce que, eh bien, il peut y avoir des initiatives de création de richesses, désormais au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui ne passent par la médiation d'aucune puissance étrangère au Sahel. C'est pour casser l'élan de création de cette banque, l'apparition de la monnaie indépendante et souveraine, le Sahel, c'est pour briser cela qu'on veut briser le Mali.
Vous comprenez? On veut briser le Mali pour sauver le CFA en Afrique. On veut briser le Mali pour sauver le dollar et l'euro en Afrique. Car si le Mali est debout, le Burkina Faso est debout, le Niger est debout, la monnaie Sahel va sortir. Et cette monnaie-là va aux monnaies impérialistes de l'euro et du dollar. Cette monnaie va mettre fin à la suprématie des devises étrangères dans le Sahel et par extension sur l'Afrique. C'est pour briser ce projet-là que l'on attaque le Mali avec sévérité. D'ailleurs, l'embellie qui est recherchée dans la relation avec la Russie, de la part d'un certain nombre de puissances néocolonialistes occidentales, n'a pour but que d'amener la Russie à baisser éventuellement la garde, la vigilance, dans le soutien géostratégique, géopolitique qu'elle apporte au Mali, au Burkina Faso et au Niger, afin qu'on les attaque. Car, vous voyez bien, on semble baisser le ton en Europe, en Occident face à Poutine. À ce moment-là, on augmente la pression contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on les attaque. Ça veut dire qu'en fait, on veut ici, en Eurasie, flatter Poutine pour pouvoir attaquer ses alliés africains. Vous avez compris? C'est de la tactique, de la stratégie, mais qui n'échappe à personne. C'est donc pour empêcher la naissance de cette banque que le Mali est attaqué. On passe à la 8e raison. Le Mali est attaqué parce que c'est une terre de civilisation africaine profonde. Les Maliens ont conservé vivantes les langues africaines. Le Bambara, le Soninké, le Peul, les langues africaines sont vivantes au Mali. Et bien que le Mali soit une terre qui a été fortement islamisée très tôt, il y a plusieurs siècles, la tradition africaine est vivante au Mali. Le peuple africain du Mali n'a pas perdu ses racines multimillénaires. En s'attaquant et en s'acharnant contre le Mali, on veut détruire l'un des rares peuples qui a conservé le lien multimillénaire à ses ancêtres. Car un tel peuple est en fait une bouture de régénérescence et de renaissance africaine. Il faut tout faire pour que le Mali échoue, coupé de ses racines multimillénaires. Un peuple dont la mémoire ne déborde pas les années coloniales, dont la mémoire ne déborde pas la période de la naissance des républiques france-africaines. Le Mali, en tant que peuple de mémoire, en tant que civilisation de la parole ancienne, civilisation de la racine, civilisation de la généalogie, civilisation de la conscience intergénérationnelle, le Mali est un danger pour le colonialisme, pour l'impérialisme, pour le néocolonialisme et pour le terreau-impérialisme. Parce que tant que le Mali vivra, les Africains de toutes origines pourront toujours avoir une sphère pour entrer en contact avec la civilisation négro-africaine profonde. Il y a donc un enjeu. C'est pour ça que les terreau-impérialistes avaient été chargés de détruire les vestiges du Mali ancien. À Gao, à Tombouctou, ils ont proféré des destructions. Les gens pensaient qu'ils le faisaient par ignorance. Non, on leur a demandé de détruire cela. Il fallait détruire les vestiges de la civilisation malienne, africaine ancienne, pour que les Africains soient des peuples sans mémoire, comme on voudrait qu'ils soient, comme Sarkozy l'a prétendu à Dakar, dans son allocution infamante et scandaleuse. Imaginant soi-disant un homme africain qui ne serait jamais par un Africain. La première fois que l'écriture a été utilisée, c'était par un Africain. Les premières mathématiques mondiales sont africaines. Bref, on veut détruire le Mali en particulier, parce que dans ce pays, il y a la possibilité de la connexion ancestrale. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Les musées maliens ne sont pas importants seulement pour la jeunesse malienne. Ce sont des musées importants pour toute la jeunesse africaine. Parce qu'au Mali, le fait que ce soit une terre de civilisation politique, de civilisation économique, de civilisation religieuse au pluriel, de très longue date, peut permettre à des Africains de tous les horizons, qu'ils viennent d'Amérique, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent d'Asie, pour se ressourcer, d'entrer vraiment en contact avec ce que les Africains les plus géniaux qui nous ont précédés créèrent. Qui est à lui tout seul un centre initiatique intégral universel pour n'importe quel être humain.
le pays Dogon seulement. Si on peut faire entrer les Africains dans la sagesse traditionnelle des Dogons, on leur aura donné un contact précieux à ce que l'Afrique a de plus profond, de plus grand, de plus mystérieux, de plus puissant, qui peut leur permettre, où qu'ils seront à travers le monde, d'être fiers de la civilisation dont ils émanent. L'attaque contre le Mali fait partie de l'attaque sauvage, barbare, multiséculaire contre l'âme africaine. Et il faut que les Africaines et les Africains en prennent conscience. L'Afrique est attaquée au Mali, et j'en viens, c'est pour moi la 9e. L'Afrique est attaquée au Mali, c'est la 9e raison. Pourquoi? Mais en réalité, parce que le Mali a initié, il l'a initié de manière courageuse, à une époque où coups et blessures étaient opposés. C'est donc la coopération internationale initiée par le Mali. Et c'est la coopération internationale en particulier orientée vers le monde multipolaire. Il y a deux formes de coopération internationale qui sont en concurrence actuellement dans le monde. Il y a la coopération unipolaire. C'est celle qui est voulue par les grandes puissances impérialistes occidentales et leurs alliés du Moyen-Orient. C'est un peu comme le soi-disant accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide de Washington. Cette coopération part du principe du monopole du monde par l'alliance politique occidentale au sommet de laquelle le monopole du monde par l'Occident sur le plan économique à travers les institutions financières qu'il contrôle, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les différents clubs financiers occidentaux. Cette conception part aussi du monopole des idées par l'Occident, à travers le contrôle de l'Internet, à travers le contrôle de la bibliothèque universitaire, à travers le contrôle de la recherche scientifique et le contrôle de la recherche technologique. Le monopole de l'Occident est aussi conçu à travers le contrôle spirituel de l'humanité, le contrôle religieux de l'humanité. Contrôle qui déborde même sur les questions morales. L'Occident, politique, voulant imposer sa conception de l'ordre du monde, un ordre du monde en sa faveur et en défaveur des plus faibles, tout cela, eh bien, c'est ce qu'on appelle le monde unipolaire. Le monde unipolaire, monopolaire. C'est dans ce monde que nous avons vécu depuis l'effondrement de la civilisation africaine, notamment à partir de la traite négrière. L'Afrique a été happée sous la domination du monopole de l'Occident. Mais il y a un autre monde qui se construit, un monde monopolaire, unipolaire occidental, c'est le monde multipolaire. C'est un monde qui est fait de puissances, qui sont émergentes sur tous les plans, mais qui sont d'accord avec l'idée qu'aucune puissance ne doit dominer toute la planète. Que la planète doit être multipolaire, elle doit avoir plusieurs pôles. C'est un monde où tout le monde ne va pas être soumis à la Russie, tout le monde ne va pas être soumis à la Chine, tout le monde ne va pas être soumis aux États-Unis, tout le monde ne va pas être soumis à la France, tout le monde ne va pas être soumis à la Grande-Bretagne, mais en fait, tout le monde ne va pas être soumis à une puissance. Les puissances sont condamnées à négocier que l'une n'écrase l'autre. C'est ça le principe du monde multipolaire. Les Africains peuvent aller vers la souveraineté en coopérant avec des puissances qui acceptent ce principe. Même si ce principe n'est pas pratiqué d'une manière parfaite, puisque la tendance de toute puissance est d'abuser des moindres puissances ou des autres puissances, il n'en reste pas moins vrai que c'est dans l'horizon du monde multipolaire que l'Afrique peut prospérer. Le Mali a précisément engagé, la coopération dans le monde multipolaire d'une manière exemplaire. J'entends des gens qui disent « Oh, les Africains du Sahel sont passés d'un maître à un autre. » Avec la Russie n'est pas une expérience de servitude. Il faut que l'Occident l'entende. Il faut que l'Orient l'entende. La relation russo-africaine, africaine ou orientalo-africaine. La relation occidentalo-africaine et la relation orientalo-africaine ont été dominées par le racisme négrier. Elles ont été dominées par le colonialisme barbare. Elles ont été dominées par le néocolonialisme et l'impérialisme.
Telle n'est pas l'expérience que les Africains ont avec la Russie. Ce n'est pas l'expérience que les Africains ont avec la Russie. France 24, CNN, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Cela ne correspond pas à l'expérience que les Africains ont avec la Fédération de Russie. Quelle est l'expérience que les Africains ont avec la Fédération de Russie? C'est l'expérience d'une puissance qui ne nous a jamais réduits en esclavage. Nous, les Africains. 1. C'est l'expérience d'une puissance qui ne nous a jamais fait d'attaque coloniale sauvage barbare. Ils ne se sont pas attaqués à nous pour nous coloniser. Et il n'y a pas de colonie russe en Afrique. Il n'y a pas d'ancienne colonie russe en Afrique. La Russie, que ce soit sous la forme de l'Union soviétique, n'a jamais voulu faire de l'Afrique, d'ailleurs, un territoire de peuplement. Comme par exemple, la France a voulu faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Elle a déplacé une partie de sa population pour remplacer littéralement la population locale. Non, cela n'existe pas. Troisièmement, dans l'expérience que l'Afrique a de la Russie, quand la puissance coloniale et négrière qui ensanglante l'Afrique depuis le XVIe siècle, ils ont pu bénéficier du soutien de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du soutien de la Russie. Les Africains ont pu bénéficier du soutien de la République populaire de Chine et d'autres puissances. Et j'ai ici hier rappelé par exemple que c'est avec le soutien de cette puissance que la grande bataille de Cuito-Cuanavale, qui a vu la victoire du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a été possible. Lisez ce livre. The War for Africa, 12 months that transformed a continent. Fred Bridgeland. Lisez ce livre. Les Africains ont le souvenir de soviétiques combattant à leur côté contre le colon portugais, le colon français, le colon britannique, le colon italien, le colon espagnol. Voilà le souvenir des Africains. Et vous ne pouvez pas venir là, au XXIe siècle, forcer les Africains à regarder les Soviétiques comme ils regardent ceux qui ont massacré 1 million de Camerounais entre 1955 et 1971. Massacrer des millions d'Algériens, massacrer des millions de Nigériens, des millions d'Ivoiriens. Non, les Africains ne peuvent pas regarder la Russie de cette façon. On a tout fait pour apprendre à nouer une relation de vérité, de justice et d'humilité avec l'Afrique. L'élite politique occidentale est restée sourde. Mais, donc, le Mali, c'est le pays qui a initié une coopération exemplaire avec les puissances du monde multipolaire, comme notamment la Russie, et c'est cette coopération qui a servi en quelque sorte de point d'appui pour les pas de souveraineté qui ont été accomplis. On en veut au Mali pour cela. On en veut au Mali pour cela. J'en viens à la 10e raison. La 10e raison pour laquelle on en veut au Mali. C'est une raison extrêmement importante. Les impérialistes tiennent à détruire le Mali parce qu'ils n'ont pas réussi à détruire le Mali par les stratagèmes classiques du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, mis à part la guerre. Vous savez, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme se sont imposés souvent en Afrique en utilisant le principe du diviser pour mieux régner. On utilise ce principe en jetant les communautés ethniques les unes contre les autres. On utilise ce principe en jetant les communautés religieuses les unes contre les autres. On utilise ce principe en jetant les communautés régionales les unes contre les autres. On utilise ce principe en essayant de jeter les communautés corporatives les unes contre les autres. Contre le Mali, on a essayé d'utiliser la division ethnique. Le Mali a réussi à contourner, à dépasser ce piège. On a voulu réduire la lutte antiterroriste malienne à la lutte pour l'extermination d'une ethnie. Ça n'a pas marché. Si ça avait marché au Mali, ça marcherait au Burkina et au Niger et partout ailleurs. On n'a pas réussi à redéfinir le conflit politique malien en termes ethniques. On en veut au Mali pour ça. C'est pour ça qu'on veut le détruire. On a tenté une deuxième stratégie. C'était de présenter le conflit politique au Mali comme étant un conflit entre les religions. Un conflit entre la religion musulmane, la religion chrétienne et même la religion traditionnelle africaine. Si vous suivez bien l'actualité au Mali, vous allez voir qu'on a tenté d'exploiter la diversité religieuse malienne pour provoquer
un conflit entre les religions du Mali. On a tenté de jeter le chrétien malien contre le musulman malien contre le chrétien. On a tenté de jeter le traditionnaliste malien contre le musulman, le traditionnaliste malien contre le chrétien contre le traditionnaliste, le musulman contre le chrétien, etc. On a tout essayé sur ce terrain-là. Il se promenait avec un gros bidon d'essence et une bûchette d'allumettes pour que les religions s'affrontent. Vous avez bien vu toutes les tentatives qui ont été faites pour allumer le terrain religieux. On a même fini par instrumentaliser à un moment donné un religieux très connu sur la place de Bamako qui finalement s'est rangé derrière les terroristes avec lesquels il s'est réfugié en Algérie. Tout le monde a vu ça. Ça n'a pas marché. Si une guerre religieuse avait commencé au Mali, eh bien les terreau-impérialistes et leurs patrons allaient en profiter pour faire la même chose au Burkina, au Niger, au Cameroun, partout. Ça n'a pas marché. On en veut au Mali pour ça. Quand on ne réussit pas la stratégie divisive ethnique, on essaye la stratégie divisive religieuse. Quand on ne réussit pas la stratégie divisive religieuse, on essaye la stratégie divisive régionaliste. On s'est mis à opposer un soi-disant Nord Mali, appelé abusivement Azawad, avec le Sud Mali. Un peu comme ils l'ont réussi en opposant le Nord et le Sud Soudan. Comme ils l'ont réussi en divisant l'Éthiopie et l'Érythrée. Ils sont venus au Mali dans l'intention de créer deux pays différents. Un pays au nord, tracé exactement sur les ressources pétrolières, gazières, aurifères, spectaculaires du Mali, qu'ils allaient continuer à piller allègrement avec les bandits, eh bien, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, soi-disant Azawad. Et ils voulaient installer dans la mentalité que c'était normal qu'il y avait deux Mali et non pas un seul. Mais le Mali, c'est un peuple, c'est un but, c'est une foi. Ils ont échoué. Ils ont échoué parce que l'idéal... Et comme c'est une terre de brassage multiséculaire, les familles maliennes sont enchevêtrées les unes dans les autres. Les ethnies maliennes sont enchevêtrées les unes dans les autres. Les régions maliennes sont enchevêtrées les unes dans les autres. Donc voilà comment opposer le nord du Mali au centre et au sud du Mali a échoué. S'ils avaient réussi au Mali, ils allaient essayer ça au Burkina. Ils allaient essayer ça au Niger. Ils allaient essayer ça au Nigeria. Ils allaient essayer ça au Cameroun. S'ils avaient réussi au Mali. Vous vous en rendez compte? Donc l'échec de la triple stratégie divisive. Division ethnique, échec. Division religieuse, échec. Division régionale, échec. Cet échec-là a décuplé leur rage de régler ses comptes au Mali. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà les 10 raisons essentielles pour lesquelles les organisations terroristes ont reçu mission de concentrer leurs coups sur le Mali, sur le Burkina Faso et sur le Niger. Parce que si ces pays réussissent à se développer, si ces pays vont vers la prospérité et la sécurité, après avoir vaincu les terreaux-impérialistes, cela veut dire que toute l'Afrique peut être libérée. Que toute l'Afrique peut être libérée de l'occupation de ces puissances. Est-ce que vous comprenez? J'en viens donc maintenant à la conclusion de mon propos ce soir. Nous avons tous la responsabilité d'aider le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Non seulement à réussir, mais à comprendre qu'ils sont cruciaux et importants pour tout le continent. Et pour cela, nous devons parler à la classe politique de tous ces pays-là qui sont à l'avant-garde de la libération africaine. Moi, j'ai observé que le seul problème qui persiste dans tous ces pays qui sont à l'avant-garde de la libération africaine, c'est qu'il y persiste une classe politique qui, au lieu de reconnaître la hauteur, la densité, la loyauté, travaille à croire que l'on peut faire reculer le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'une case pour qu'eux, ils le gouvernent et que ça ira mieux. Alors, bien sûr, dans n'importe quel pays, chaque citoyen a le droit de penser qu'il peut gouverner. Mais dans la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger, toute personne qui aspire à gouverner le Mali, à la place du président Goïta,
Traoré, toute personne qui aspire à gouverner le Niger à la place du président Abdourahmane Tiani doit d'abord prouver qu'elle est capable de faire mieux qu'eux. Or, il est difficile, voire impossible, de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Tous ceux qui ont participé aux côtés du président Assimi Goïta, aux côtés du président Traoré, aux côtés du président Tiani, à la réalisation de ce qui se fait aujourd'hui, eux-mêmes qui sont qu'eux, ils ne peuvent pas faire mieux qu'eux. Alors, quand tu sais que tu ne peux pas faire mieux que ton frère, mais pourquoi veux-tu le remplacer? Parce que on peut comprendre la soif d'exercer le pouvoir, le gouvernement. Dans un pays où on a des gouvernants tarés, valets, vassaux, méchants, vicieux, pervers, voleurs, corrompus, comme Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire ou Paul Biya à la tête du Cameroun. On peut comprendre la détermination à changer l'élite d'un pays lorsqu'on a affaire à des ennemis du pays à la tête du pays. Le Sahel a à sa tête maintenant des dirigeants qui sont ses serviteurs. Donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit assis à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, en étant pressé de remplacer le président Goïta, le président Traoré ou le président Tiani. Elle est antipatriotique. Celui qui a bien compris les 10 points pour lesquels on attaque le Mali ne peut faire dans la situation malienne, burkinabé, nigérienne, que de la critique constructive. Je ne veux pas dire que la critique doive disparaître. Tout pays africain qui fait disparaître la critique est un pays mort. Mais dans la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les véritables serviteurs de la nation africaine dans ces pays doivent mettre l'intelligence critique au service de la construction nationale parce que les autorités actuelles sont des serviteurs de la nation. Quand vous avez des renégats, des ennemis de la nation, des fraudeurs aux élections, des détourneurs de milliards, des gens qui s'en vont cacher l'argent en Suisse, dans les paradis fiscaux, dans les îles Caïmans, l'argent volé de la nation. Quand c'est eux que vous avez à la tête du pays, vous avez raison de vouloir leur chute et d'y travailler. Mais quand vous avez des gens qui ne sont pas parfaits, je ne vous ai pas dit que tout ce que fait le président Assimi Goïta est parfait. Tout ce que ferait le président Ibrahim Traoré est parfait. Ou tout ce que ferait le président Tiani est parfait. Ce n'est pas vrai. L'homme parfait n'existe pas ici sur la terre. Mais quand tu vois que malgré leurs imperfections, ce qu'ils font, tu ne peux pas faire mieux. Africains, soyons honnêtes. Quand nos frères font bien, soutenons-les. En ce qu'ils font de bien. Et ça, c'est important parce que les 10 raisons que je viens d'analyser, si ces 10 raisons sont vraies, il s'ensuit que des gouvernants comme ceux du Mali aujourd'hui, qui font face à cette adversité, méritent notre soutien total. Si une seule de ces raisons est fausse, pour cela vous pourriez dire, ah, sur ce point, il ne mérite pas d'être soutenu. Mais les 10 raisons que je vous ai données, vous pouvez les documenter. Vous pouvez aller sur mes pages, vous pouvez même acheter mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, l'Impérial Terrorisme. Ce livre les documente aussi. Les 10 raisons que je vous ai données. Donc nul ne s'étonne de l'acharnement contre le Mali aujourd'hui. À commencer par mes frères et sœurs, les Maliennes et les Maliens. Et dans certaines catégories populaires, la situation économique est difficile. Mais le Malien et la Malienne qui vivent aujourd'hui savent pourquoi ils souffrent. Pour l'amélioration de leur pays, pour la libération de leur pays. Leur souffrance même a un sens. Le Burkinabé et la Burkinabé qui souffrent aujourd'hui savent pourquoi ils souffrent. Parce qu'à la tête de leur pays, ils ont des dirigeants qui vont dans le bon sens. L'amélioration du sort de la collectivité, le bien commun. Au Niger, tout n'est pas parfait. Il peut y avoir des couacs. Mais là, ce n'est pas ce sentiment que ressentent les Togolais. Hein. Ce n'est pas ce sentiment que ressentent les Ivoiriens. Hein. Ce n'est pas ce sentiment que ressentent les Camerounais. Hein. Ce n'est pas le sentiment que les Congolais ressentent. Hein. Dans ce pays-là, où il y a des dirigeants qui sont des dirigeants ennemis, violents, méchants envers leur propre peuple, les gens
ont le sentiment net, et ils ont raison, qu'ils souffrent pour rien. Ils souffrent pour rien. Parce qu'au Cameroun, si tu souffres, alors que Paul Biya et sa SMALA sont en train de voler le budget national d'année en année, tu souffres pourquoi? Hein? Au Congo, si tu souffres, parce que le dictateur et son clan sont assis sur les hydrocarbures, etc., tu souffres pourquoi? Quand tu souffres au Niger, pendant que tu vois le président Tchani en train de baisser le prix du carburant, en train de baisser le prix d'accès aux hôpitaux, tu vois le président Tchani en train de lancer les grands travaux dans ton pays, tu le vois en train de renflouer les caisses de l'État pour s'assurer de son fonctionnement, tu sais pourquoi tu souffres. Quand tu sais pourquoi tu souffres dans un pays, il ne faut pas chercher à renverser les dirigeants. Quand tu souffres, alors qu'il n'y a aucune bonne raison que tu souffres, tu as le droit de chercher à renverser les dirigeants. Oui! C'est par ce point que je voulais conclure. Parce que dès que les choses vont mieux au Mali, dès que les choses vont mieux au Burkina, dès que les choses vont mieux au Niger, on voit surgir toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent faire mieux. Alors que ce sont les dirigeants qui sont là qui ont fait pour que ça aille mieux. Et toi, si on te donnait le Mali là, en 2021, on te dit de diriger, tu n'aurais pas fait mieux que ça. Si tu sais que tu ne pouvais pas faire mieux que ça, que ceux qui pouvaient faire mieux sont tous unis pour servir le pays, mais pourquoi tu veux absolument gouverner? Ça devient une affaire de narcissisme. Ça devient une affaire de MeToo, moi aussi. Mais le pouvoir, ce n'est pas une affaire de moi aussi. On pense pouvoir faire mieux. Quand tu sais que tu ne peux pas faire mieux, laisse ceux qui font mieux gouverner. Soutiens-les. Voilà la vérité. Si tu sais que tu peux faire mieux, prouve que tu peux faire mieux. Et alors cherche à prendre le pouvoir. Là, c'est légitime aussi. Mais il y a des gens qui croient qu'ils peuvent faire mieux et ils sont les seuls à le croire. Personne autour d'eux ne le croit. Et personne n'a la moindre preuve que ce soit vrai. C'est cela que les impérialistes peuvent exploiter dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour fragiliser la révolution africaine. Les impérialistes vont chercher à exploiter les ambitions individuelles. Ils vont chercher à exploiter les récits narcissiques. Les impérialistes vont chercher à exploiter les mythologues de leur unicité individuelle. Les impérialistes vont chercher à exploiter ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde pour gâter l'affaire du monde. Vous comprenez? Et donc, il faut ici faire un appel à la classe politique malienne, à la classe politique burkinabé, à la classe politique nigérienne, à la classe politique africaine, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de discernement et de ne pas sacrifier l'intérêt général à... Voilà l'observation de l'analyse que je suis et du fils de l'Afrique que je suis, que je voulais mettre en conclusion de cette conférence. Tant que le Mali, le Burkina, le Niger, l'AES seront capables de résister à ces 10 facteurs, qu'on retrouve d'ailleurs partout dans ces pays-là, tant qu'ils seront capables de faire face à ces 10 têtes du serpent, l'espérance africaine, incarnée par la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, vivra. Voilà. Que Dieu bénisse donc les véritables serviteurs du peuple africain. Que Dieu bénisse les valeureux dirigeants du Mali, à leur tête, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la République, chef suprême des forces armées. Soutien total aux FAMA. Soutien total aux FAMA, qui ont donné encore une démonstration de leur professionnalisme en faisant massivement mordre la poussière aux terreaux impérialistes et qui ont littéralement donné le spleen, qui ont littéralement donné le spleen à ceux qui croyaient la frapper un grand coup. Partage la vidéo et puis abonne-toi.